Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Perrine Corvézier. Avec Amélie Dag, mon associée, nous avons créé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil comportemental qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel à travers le témoignage d'un invité différent chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous. Pour nous soutenir, parlez de Talents Précieux autour de vous, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux, suivez Talents Précieux sur Instagram. Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter Talents Précieux là où vous nous écoutez. Donc je travaille, c'est-à-dire que je répète. Beaucoup avec mon metteur en scène, beaucoup toute seule. Donc là, vous êtes dans mon salon, en fait là c'est ma scène. C'est pas drôle du tout de répéter, c'est vraiment pas le moment qui est le plus intéressant. Et en même temps si, parce qu'on peut trouver des vannes, on peut trouver un ton. Donc c'est le travail. Ombline de Tarragon a choisi de quitter le monde des agences de communication pour devenir humoriste. Un choix de vie et de carrière assumé qui lui donne une liberté de ton qu'elle exploite au quotidien et sur scène. Elle, qui a toujours aimé faire rire, nous explique le processus créatif, itératif, souvent solitaire, les sources d'inspiration multiples et incessantes pour que sa vanne fasse vraiment rire son public. Nous avons parlé de collaboration, entre autres avec le public, de prise de recul, de la difficulté de déconnecter, d'amusement et d'ennui. Ombline, qui se définit comme 50% aristo, 50% camionneuse, aborde également sa posture d'équilibriste entre l'acharné de travail pour éviter le trac et l'envie de laisser une place à l'improvisation. Venez la voir sur scène, elle se produit bientôt, et d'ici là, bonne écoute de cet épisode de Talents Précieux. Bonjour Ombline. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Est-ce que vous travaillez de chez vous ? C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter une blague ? Non, je veux pas vous raconter de blagues parce que j'aime pas les blagues en fait. Et pourtant vous êtes humoriste. Oui, je suis humoriste, mais j'ai jamais été fan de blagues, ni de Toto, ni les blagues de blonde. Moi, ce qui me fait rire, c'est les vannes. Donc c'est les punchlines, par exemple, quelqu'un que j'admire beaucoup, même s'il est parfois trash et vulgaire, mais c'est un Laurent Baffy, parce que il arrive toujours à rebondir sur le propos de quelqu'un. Ça, je trouve ça assez fort. Et donc non, pas de blague. En revanche, je peux vous raconter comment peut-être on fait des vannes, ouais. Comment on travaille ça. Alors en fait, il y a pour sortir une vanne, il faut déjà avoir un contexte. C'est-à-dire que quand on écrit un sketch, on peut pas être trop littéraire. Parce qu'en fait, les gens sont là pour rire, donc il faut poser le contexte, et tout de suite essayer de trouver la phrase qui va piquer le public. Et si d'abord elle vous fait rire vous, je pense qu'elle va faire rire le public. Faut d'abord s'amuser en écrivant. Et puis après, il faut la tester. On nous a appris lors de la formation, parce que j'ai fait une formation pour devenir humoriste, à l'école du One Man Show. Il y a 3 axes de travail qui sont l'interprétation, l'écriture et l'improvisation. Alors, on vous apprend pas à être drôle, mais on vous apprend à structurer votre discours. Donc, ce que j'expliquais auparavant. L'interprétation, c'est que quand vous jouez sur scène, vous devez incarner par exemple un personnage. Il faut que les gens ne voient plus Ombline, mais voient le personnage que j'ai décidé de jouer. Donc ça, c'est beaucoup de travail. Et enfin l'improvisation qui vous permet justement un lâcher prise. Qui est très compliqué chez beaucoup de gens, moi la première, et donc on cherche pas forcément à être drôle, on cherche juste à savoir rebondir sur le propos de l'autre, donc être dans l'écoute et la bienveillance. Voilà. Alors, on va développer tout ça parce que vous avez parlé de plein de sujets qui me passionnent, l'écoute et la bienveillance, etc. Mais ce que je comprends, c'est que
vous préparez, vous écrivez et en même temps, vous lâchez prise et vous improvisez. Donc ça veut dire qu'il y a toujours cet équilibre entre ce qui est déjà fait et ce qui reste à faire à l'instant, c'est ça? C'est ça. Je dirais qu'on est sur un fil en fait, parce que quand on teste une vanne, on nous a souvent dit que si au bout de 3 fois elle ne marchait pas, c'est qu'il fallait la mettre à la poubelle. Mais tout dépend de plein de choses. Ça dépend déjà de vous, comment vous la sortez, comment vous la balancez au public, comment le public le reçoit. Et effectivement, il y a différents publics. Et donc, en fonction de vous et du public, vous allez savoir comment la sortir, comment la retravailler pour qu'elle soit parfaite, même si elle ne l'est jamais. Parce qu'en fait, une vanne, un sketch se travaille au quotidien. C'est ça qui est très compliqué dans ce métier, c'est qu'on n'a pas de pause. Ça n'existe pas. Vous êtes en création en permanence. Quand vous faites la cuisine, quand vous faites le ménage, quand vous vous occupez de vos enfants, tout est source d'inspiration et de travail. Donc c'est compliqué de se mettre en off, alors que quand je travaillais avant, la journée passée, on est focus sur sa vie de famille ou sur une sortie. On arrive à se déconnecter. Dans le travail de l'humour, c'est un peu plus compliqué. Mais ça veut dire que vous notez quand vous avez une inspiration qui vous vient? Alors je le fais de plus en plus parce que comme je suis de plus en plus vieille, j'oublie les choses. Donc oui, je le note, même si je veux pas m'en servir, mais je le note et puis j'y réfléchis. Et en fait, moi, ma façon de travailler, c'est que je me mets pas à mon bureau en me disant il faut que j'écrive un sketch là-dessus. En gros, je réfléchis pendant de longues semaines, de longs jours ou de longues heures, et une fois, j'écris d'un trait. D'accord. Alors c'est absolument pas parfait, mais je reviens dessus, j'en discute avec mon metteur en scène. Voilà, je reviens dessus plusieurs fois, jusqu'au moment où je me dis bon, là ça commence à fonctionner, et je le répète. Et en le répétant avec mon metteur en scène, on se rend compte que ça marche pas en fait, ça marche pas à l'oral, ou que la phrase est mal tournée, mal écrite. Donc c'est un travail vraiment de longue haleine et au quotidien. Et vous répétez avant, toute seule devant le miroir, pour voir si à l'oral, à votre oreille, ça sonne juste? Oui. Là par exemple, je teste un sketch dimanche soir. Et ben je le répète tous les jours et là je me rends compte, je dis non mais j'arrive pas à la sortir comme ça va pas, donc je l'ai mal écrite et donc la phrase, donc je retravaille, ou alors j'essaie d'avoir une autre posture, un autre ton, et là si je suis à peu près contente, je me dis bon ça je le garde, je le testerai, je verrai, et puis après je vais me filmer dimanche et je vais retravailler derrière pour arriver à voir ce que j'attends de ce sketch. Donc dimanche vous êtes devant un public, oui, pour la première fois sur ce sketch? Oui. Plus ou moins? Oui, plus ou moins, parce que c'est un sketch qui existe déjà, mais que j'ai retravaillé. D'accord. Et c'est pas l'aboutissement. C'est-à-dire que c'est une étape sur ce sketch, il va poursuivre sa vie et être retravaillé. Vous avez déjà un sketch que vous avez joué 2 fois de la même façon? Non, on le joue jamais 2 fois de la même façon, mais et surtout, faut pas jouer de la même façon, parce que déjà on s'ennuie. Et surtout, on est dans une mécanique. Et si vous êtes dans une mécanique, ça marchera beaucoup moins bien. Je me suis rendu compte à des moments où je jouais un sketch sur le sport, où je disais que je détestais le sport et que je voulais qu'il décède, parce que je suis pas du tout sportive. On peut l'entendre peut-être à ma voix, que j'ai d'autres passions. Et en fait, quand on est dans une mécanique, et ben en fait on s'est dit tiens, pourquoi elle a pas marché cette vanne, alors que d'habitude elle fonctionne très bien. C'est parce qu'on n'y est pas. Et parfois ça arrive, et j'ai entendu d'autres humoristes le dire, que parfois en fait on est même ailleurs quand on le fait, parce que et en fait ça peut pas fonctionner. Alors vous pouvez le faire une fois de temps en temps sur un petit bout de sketch, mais si vous n'êtes pas à fond, ça marche pas. Et c'est là où on a quand même un rôle à jouer. Quand je parle de rôle à jouer, c'est de se dire, même si c'est un peu comme un chanteur, même si t'en as marre de chanter la même chanson, même si t'en as marre de jouer le même sketch, il faut toujours y mettre la même ferveur, parce qu'autrement ça fonctionnera pas. Et je pense que le public le sent aussi. Vous avez parlé d'inspiration à tout moment de la vie, de votre vie quotidienne. Est-ce que vous avez quand même un univers ou un axe sur lequel vous aimez écrire, ou des sujets sur lesquels vous n'aimez pas du tout écrire?
Alors par exemple la politique, il y a des gens qui le font très bien. Moi, ça me passionne pas du tout. Mais alors moi aujourd'hui, en tout cas cette année, enfin depuis que j'ai démarré, je travaille sur mes origines aristocratiques. Voilà, donc mon spectacle porte là-dessus. Je parle des aristos. En disant que je suis très fière de faire partie de ce milieu-là, mais qu'il y a plein de clichés, donc je reviens sur tous les clichés, et donc je dézingue un peu ce milieu aussi, tout en le respectant. Et je parle aussi pas mal de ma vie de mère, un petit peu à la Foresti. Et j'essaye de dire tout haut ce que les mamans ne disent pas en fait, ou en tout cas n'osent pas dire, ou n'osent pas assumer, parce que c'est très compliqué d'être mère. Et donc, j'aime bien gratiner un peu mon rôle de mère, et surtout, je parle beaucoup en mon nom, et je suis très dans l'autodérision. Vous travaillez seul pour écrire, mais j'ai entendu parler d'un metteur en scène. C'est quoi votre équipe ? Alors c'est moi et moi, parce qu'effectivement j'écris seule. Après ça m'arrive de faire lire mes sketchs à d'autres humoristes pour avoir leur avis, mais j'écris seule parce que j'aurais vraiment du mal enfin ça a déjà été le cas parce que j'ai déjà joué en duo. C'est très compliqué pour moi de faire des vannes avec le ton de quelqu'un d'autre, parce que moi je parlerai pas comme ça, donc ça va être moins naturel. En revanche, mon metteur en scène, Karine Marquis, avec qui je travaille depuis maintenant 2 ans, me connaît maintenant très bien et arrive à me pousser, parce qu'on parlait de lâcher prise, qui est quelque chose de très compliqué. Monter sur scène, c'est casser tous les murs. Et donc, moi qui suis très dans le contrôle, j'essaye de me dire, de me pousser pour être le plus drôle possible, et pour ne pas me mettre aussi dans une zone de confort, c'est-à-dire aller plus loin, parler de choses que je n'aurais absolument pas abordées en temps normal. Donc elle me pousse, elle sait très bien qu'elle va me mettre une petite graine dans mon cerveau. Je vais lui dire non, je vais pas pouvoir le faire, puis je vais réfléchir, puis un jour ça sort. Donc c'est pour ça ça marche bien, parce qu'elle est pas me pousse pas, elle est dans l'écoute. Et donc je pense qu'on a trouvé un bon binôme de travail, mais le travail globalement se fait seul. Et alors voilà, comme quoi on réfléchit en parlant, se fait aussi avec une tierce personne qui est le public. Parce que si en fait on n'écoute pas non plus le public, c'est pour ça que moi à la sortie de mes spectacles, j'invite souvent le public à aller venir boire un verre avec moi pour avoir leur retour. Et quand ils vont me faire quelques critiques qui sont en général constructives et qui sont assez gentilles, personne n'est très dur, j'ai eu cette chance là pour jusqu'à maintenant. Ou alors ils le font par écrit, donc c'est un peu compliqué d'en discuter avec eux. Je les écoute beaucoup, puis ça reste voilà, là aussi c'est ça matière à réflexion, et je me dis bon, ils ont peut-être raison, donc faut peut-être que je pousse un peu plus vers là. Par exemple, comme je parle des aristos, il y a beaucoup de gens qui me disent on aurait aimé que vous en parliez beaucoup plus, que vous parliez de ce sujet-là. Alors là, je leur dis, mais par exemple moi les scouts, j'ai jamais fait, donc j'ai pas envie d'avoir de parler de choses que je ne maîtrise pas, et justement d'arriver avec mes clichés que je peux avoir sur les scouts par exemple, ou des choses très faciles que j'ai entendues sur les uniformes, sur enfin voilà, tous les sujets qu'on aborde sur les scouts, les camps de vacances, etc. Ça j'ai pas envie, donc j'écoute pas forcément les idées qu'on va me donner, mais j'écoute les critiques, parce que je trouve ça très important pour moi-même progresser. C'est quoi un bon public et un mauvais public ? Le mauvais public, en général, c'est à cause de vous, hein. Parce que ça veut dire que vous êtes pas assez à fond, vous allez pas les chercher, parce qu'il peut y avoir un public très silencieux qui sourit. Vous avez besoin du rire gras, ça nous permet vraiment d'être meilleurs. Mais tout le monde n'a pas forcément ce rire-là, et donc effectivement, il fallait le chercher, et surtout se dire, s'ils n'ont pas ri, mais qu'ils ont souri, c'est qu'ils passent une bonne soirée, que c'est leur façon à eux de le montrer. Après, je vous avoue que ça m'est déjà arrivé de jouer devant un public qui rebondit à tout ce que l'humoriste dit sur scène. Et là, c'est très très compliqué, parce que notre première réaction, en tout cas moi la mienne, ça serait d'être un peu agressive, en disant attendez, vous savez, je vous entends, je suis là, et en fait vous me dérangez dans mon travail.
Et en fait, c'est pas du tout ce qu'il faut faire parce qu'en fait, on les bloque et puis c'est terminé. Donc il faut les emmener avec vous en leur disant ce que vous dites c'est super intéressant, mais moi je dois avancer, ou alors rebondir sur une blague qu'ils ont faite, puis leur demander leur prénom, puis dire voilà, maintenant moi je fais le spectacle avec Robert, avec Pauline, etc. Et essayer de les emmener avec vous. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué, mais ça c'est un travail aussi à faire sur soi-même. Est-ce que vous êtes déjà produit devant un public qui n'avait pas forcément choisi d'être là à vous écouter? Alors complètement, oui. En général, ils viennent parce que des copains les emmènent, ou alors ils n'avaient pas prévu de sortir, mais on leur a proposé spectacle de dernière minute. Ils me le disent après, ils me disent nous on comptait pas du tout venir, on se disait le sujet nous passionnait pas, et en fait on a été emportés dans l'histoire. Voilà. Puis après ceux qui ont pas aimé, aussi une fois il y a une dame qui m'a dit parce que je lui dis je vous ai pas vu beaucoup rire, mais peut-être que ça vous a plu, puis si ça vous a pas plu c'est dommage, mais j'en suis désolée pour vous parce que vous avez peut-être perdu 1 heure. Elle me dit non, j'aime quand c'est drôle. Et c'est là où je me dis que j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, parce qu'en fait je l'ai pris avec humour, et j'ai eu du recul. J'ai essayé de la faire rire pendant qu'on prenait ce verre, et j'ai dit Paris gagné, parce que je vous ai fait rire là, donc ça n'a pas été pendant 1 heure, mais voilà. Et en fait il faut passer outre, parce qu'on peut pas faire rire tout le monde et être aimé de tout le monde. Est-ce que, c'est une question qu'on pose à tout le monde, est-ce que vous pouvez nous raconter un succès professionnel, proche ou lointain, qui vous est cher, dont vous êtes fier, un moment où vous avez fait bouger les lignes, où vous avez eu l'impression de faire la différence? En fait, ça a été un projet qu'on a mené à 2, parce que je travaille dans un groupe de communication, et une agence de publicité, et en fait, on organisait, donc j'étais à la communication interne et externe, et en fait, on nous demande de créer un séminaire un peu original pour l'ensemble des collègues. Et donc on s'est dit tiens, on va mettre en avant justement leur succès professionnel. Donc on a créé un séminaire qui s'appelait I Love My Job, et on leur a dit on vous demande de parler de vos succès en équipe, en général c'était plutôt en équipe, mais d'une manière totalement on ne veut pas de quelque chose de sérieux. C'est-à-dire qu'on veut un sketch, une chanson, une danse. Nous, tout ce qu'on veut, c'est vous éviter les PowerPoint, vous éviter tous les trucs chiants. On veut s'amuser avec vous, que vous nous emmeniez dans une histoire, voilà. Donc sous n'importe quelle forme, on vous donne un coup de main si vous avez besoin. Donc on a mis en scène des gens, on a travaillé à l'écriture, etc. Évidemment, comme tous les projets qui sortent un peu du quotidien, ils ont tous un peu râlé. Et puis en fait, ils se sont pris au jeu. Ils ont fait ce séminaire, et en fait ça a été quelque chose qu'on a pu faire chaque année, parce qu'ils ont adoré. Nous on a adoré de les voir dans des situations complètement différentes, et on a pu mettre en avant, ils ont pu se mettre eux en avant, mais sans dire ouais on est géniaux, on a gagné ce projet là. Non, ils l'ont fait d'une manière en général humoristique, et ils ont été heureux, et c'était génial de voir des collaborateurs heureux, avec qui on a partagé quelque chose ensemble. Qu'est-ce que vous avez mis de vous pour que ça soit un succès? On les a motivés, on les a accompagnés. Ils n'ont pas été seuls. C'est-à-dire que ceux qui nous demandaient de travailler dans leur coin, on les laissait faire, on respectait ça. Mais j'ai trouvé ça génial de pouvoir avec nous, notre écriture, notre humour, parfois notre créativité, leur donner des petites clés pour qu'ils puissent sortir d'eux-mêmes, et en fait de voir qu'ils étaient hyper fiers d'eux, c'était vraiment réjouissant, et on s'est bien amusé ensemble, c'était vraiment très chouette, et de sortir du quotidien comme ça, et de les faire sortir de leur quotidien, j'ai trouvé ça vraiment très valorisant pour eux, et valorisant pour nous aussi, parce que quelque part on avait gagné à ce projet alors que personne n'y croyait au début. Est-ce que cette capacité à faire rire, à écrire, et même à aider les autres à sortir de leur zone de confort, c'est quelque chose que vous avez toujours eu dans votre jeunesse, dans tous vos métiers? Oui. J'ai essayé en tous les cas, parce que je déteste m'ennuyer. Donc je me dis, par exemple, quand il y a un match de foot, et je me suis toujours dit,
intéresse-toi, trouve-toi un angle qui va faire que ça va te faire marrer de regarder un match de foot, parce que sinon, je vais m'ennuyer et en fait, je vais perdre 2 heures de ma vie et je trouve ça dommage. Donc, à chaque fois que j'ai essayé quand j'ai mis quand j'ai créé des projets où on avait des missions, j'ai toujours essayé de mettre une touche d'humour, une touche d'originalité, une touche un peu de joie, enfin d'essayer d'être exalté par ce qu'on faisait. Parce qu'autrement, si on n'a plus ça, en fait il faut pas le faire. Et c'est bien pour ça que j'ai arrêté ma carrière dans la communication que je menais depuis 15 ans. J'ai arrêté parce que je m'amusais plus. Et comment ça s'est décidé? Parce que vous passez, c'est pas comme si vous changiez de job là, vous changez de boîte, vous changez, vous lancez dans une carrière artistique seul. Qu'est-ce qui vous a pris? Alors, qu'est-ce qui m'a pris? Je sais pas, je me le demande souvent, mais qu'est-ce qui m'a pris? En gros, je m'ennuyais. Je me rendais compte que parce que le domaine de la publicité, hein, comme beaucoup de domaines, est un domaine assez misogyne. J'ai fait 2 enfants dans cette boîte et je me suis rendu compte que j'allais pas progresser. Donc je me disais, ça fait 15 ans que tu fais ça, il faut trouver une autre voie. J'ai pas l'âme d'entrepreneur, même si quelque part créer un spectacle ça l'est un peu, mais je me voyais pas comme ça à l'époque. Je suis pas et je me voyais pas rester à la maison avec mes enfants que j'adore, mais je voulais pas que ça soit ma vie. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et j'ai eu de la chance d'être accompagnée par mon mari qui me poussait en me disant monte une boîte, écris, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais rire dans les dîners. Après, faire rire dans les dîners et faire rire sur scène, il y a un grand pas. C'est pas du tout la même chose. Et comme quoi la vie est bien faite, à une rue, donc une rue parallèle à la rue dans laquelle j'habite, il y avait l'école du One Man Show. Et je me suis dit, c'est le destin. Il faut que j'y aille. Donc j'ai passé une audition et j'ai été prise. Et pendant 2 ans, j'ai suivi une formation. Et très vite, ils nous ont fait monter sur scène. Et la première fois que je suis montée sur scène, parce qu'on est dans un doute permanent, et encore 4 ans après, toujours, et peut-être c'est ça qui nous fait évoluer et travailler. Je me suis dit, j'ai ressenti quelque chose de tellement indescriptible. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. J'étais sûre. Et c'était quelques mois après que j'ai démarré cette formation. Votre quotidien aujourd'hui, votre seul objectif de l'année, c'est de produire des spectacles, c'est ça? Ouais. Vous travaillez pas en collaboration, vous avez pas des commandes, je sais pas, par des entreprises pour leur spectacle de fin d'année ou des choses comme ça? Si ça nous est arrivé, je l'ai déjà fait ça. En gros, alors il y a le travail, c'est effectivement de créer mon spectacle. Donc créer son propre travail, créer sa propre vie en fait professionnelle. Et donc après moi je peux l'offrir entre guillemets à des publics tels que les entreprises, les comités d'entreprise ou même et ça effectivement c'est pas une démarche que j'ai encore faite, on me l'a demandé parce qu'on me connaissait, mais je l'ai pas encore faite parce que c'est aussi le sujet que j'aborde est un sujet qui est moi je le trouve pas original, mais il l'est un peu plus parce que effectivement c'est un milieu qu'on connaît pas beaucoup et donc c'est peut-être pas forcément vers moi qu'on irait dans un premier temps. En revanche, quand j'ai pu jouer pour des entreprises, évidemment j'ai réécrit en fonction. Et puis j'ai pris les sketchs qui étaient plus globaux et qui pouvaient peut-être plus parler au public qui était là. Est-ce qu'il y a des sujets, des phrases, des conseils que vous auriez aimé qu'on vous donne beaucoup plus tôt dans votre carrière professionnelle? Des moments où vous dites si j'avais su. En fait c'est surtout ce choix de vie que j'aurais voulu faire bien avant. Parce qu'en fait, il y a très très longtemps, je voulais être comédienne, donc j'avais démarré dans cette voie-là. Puis en fait, le cinéma c'est un milieu qui est très compliqué. Alors que humoriste, vous êtes très libre et vous pouvez vous produire dans des théâtres. Et on vous demande pas plus que ça en fait. C'est à vous de démarcher un théâtre. Donc j'aurais aimé faire ça plus tôt et en même temps, plus tôt est-ce que j'aurais eu autant de choses à raconter? Donc non, je pense pas. Donc
Je me dis, j'aurais dû commencer à aller vers 32, 33 ans. Et encore, j'avais pas eu mes enfants, mais bon, j'avais travaillé. Je pense qu'il y aurait eu matière. Mais après, c'est fou comme on switch. Mais dans le domaine de la communication, j'ai eu beaucoup de conseils, on m'a beaucoup appris plein de choses. Aujourd'hui, j'arrive pas à avoir le recul et puis j'ai zappé en fait. Moi qui travaille aussi quand même en parallèle parce que le métier d'humoriste ne nourrit pas mes enfants, je continue à faire des missions en com, j'ai travaillé dans la production, je fais des missions. Ce que j'ai appris en revanche, moi, c'est de me dire je ne veux plus être lié à une entreprise. Aujourd'hui, quand je passe un entretien pour une mission, j'ai une liberté de ton que je n'avais pas du tout avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis alors je serais ravi de vous aider, je serais ravi de travailler pour vous, le travail sera fait et je mettrai toute mon âme pour le faire. En revanche, je ne veux pas venir travailler dans un bureau, je veux travailler chez moi. Donc de temps en temps, évidemment, je viens parce que j'aime les gens et je suis très contente de rencontrer plein. Mais je ne veux plus, être alors j'allais dire soumise, c'est un grand mot puis c'est pas très beau, mais je ne veux plus être dépendante d'une entreprise. Je veux créer moi-même mon cadre de travail. Je veux être libre parce que je le suis en tant qu'humoriste, mais et je veux plus l'être au quotidien. Et en fait, étonnamment, c'est hyper bien entendu et hyper bien reçu par les gens qui sont en face de moi, qui doivent être globalement des gens intelligents parce qu'ils se rendent compte que le télétravail est aujourd'hui quelque chose qui permet de mieux travailler, de mieux collaborer que l'open space que j'ai eu pendant 1000 ans et qui est qu'une source de stress, de fatigue, de perte de temps. Voilà. Est-ce qu'il y a dans votre carrière professionnelle des personnes que vous avez admirées pour la façon dont elles travaillaient? Alors moi, je pense que ce que j'ai pu admirer, c'est les gens qui arrivaient à avoir un recul sur leur travail. Et c'est ce que j'ai tenté de m'appliquer pendant des années, de dire qu'on ne sauve pas des gens, on ne sauve pas des vies, donc qu'il faut arrêter de se mettre dans des états pas possibles pour un dossier où on va avoir pas vraiment plus de reconnaissance ou voilà. Donc et ces gens-là que j'ai pu rencontrer, alors peut-être qu'ils cachaient très bien leur jeu, mais moi j'étais fascinée parce que je me dis, on a l'impression qu'ils font ça avec une facilité, une légèreté, avec un recul. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours envié. Et même chose dans le cadre de l'humour, c'est-à-dire qu'en fait on est quand on joue dans des plateaux d'humoristes, c'est-à-dire qu'on est plusieurs, on en rencontre beaucoup. Et peux être parfois admirative de gens où on a l'impression qu'ils sont les mains dans les poches, qui n'ont pas une once de trac, une once de stress, et qui sortent de là. C'est sûrement faux. Mais de ne pas lire ça sur leur visage, je suis très admirative. Parce que moi, je suis très traqueuse, très très stressée, très angoissée, donc je me vends bien. Donc je suis très admirative de ces gens-là parce que, en tout cas, ils ont une maîtrise d'eux-mêmes que je tente à avoir, mais que j'ai pas forcément. C'est quoi vos méthodes pour justement arrêter ce trac, arrêter l'angoisse, la peur? Qu'est-ce que vous avez comme astuce? Le travail. C'est-à-dire qu'en fait, je me donne toutes les cartes en main pour ne pas justement avoir de trous, de me dire oh là là, de me regarder jouer. Donc je travaille, c'est-à-dire que je répète. Et beaucoup avec mon metteur en scène, beaucoup toute seule. Donc là, vous êtes dans mon salon, en fait là c'est ma scène. Et c'est vraiment très très c'est pas drôle du tout de répéter, c'est vraiment pas le moment qui est le plus intéressant. Et en même temps si, parce qu'on peut trouver des vannes, on peut trouver un ton. Donc c'est le travail. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer à ma fille qui apprend ses tables de multiplication en ce moment, et c'est très très compliqué. Je lui ai dit que il y a que le travail qui permet d'arriver au résultat voulu. Et puis surtout j'essaye maintenant avec le temps d'essayer de ce qui m'angoisse, j'essaye de faire une autre activité pour ne plus y penser et de ne plus essayer de penser. Là par exemple, je joue dimanche soir, je vais tester des choses, ça me stresse beaucoup, et en fait j'y pense pas et je travaille. Voilà.
Donc ça veut dire que sur la mémorisation, vous êtes au top, c'est quelque chose qui s'est travaillé, c'est un muscle qui s'est développé, j'imagine. Oui. Et le fait d'avoir une base solide vous permet d'être un peu plus détaché pour l'impro, c'est ça? C'est ça, oui. Vous pouvez sortir, ça veut dire que vous pouvez sortir de votre personnage ou sortir de votre sketch et que vous savez que vous allez vous retrouver facilement. Et puis même si vous le retrouvez pas, de toute façon, comme les gens adorent l'improvisation parce qu'ils ont l'impression de voir quelque chose d'unique, quelque part ils vont être assez bienveillants et ils vont se dire, ou même ils vont dire, vous en étiez là. Donc merci beaucoup, effectivement. Et par exemple, là, ça fait maintenant plus d'1 an et demi que je joue ce spectacle. J'ai dû avoir un trou de mémoire. Alors qui était costaud, mais je l'ai eu à la dernière représentation. Donc je pense que j'étais vraiment dans un lâcher prise total en me disant je mets toutes les cartes sur la table et puis et voilà, et les gens ont pensé que ça faisait partie du spectacle. Parfait. Donc, c'est comédienne. Donc voilà, oui, c'est la mémorisation, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler au quotidien et qu'en plus, moi j'ai eu l'impression, alors je sais pas si toutes les mamans qui vont m'écouter penseront la même chose. Moi j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de neurones avec mes 2 accouchements. Hein. Donc vraiment, je le travaille au quotidien. Je note beaucoup, je fais des to-do list et en fait je m'aide justement à travailler ça. Vous étiez bonne à l'école en table de multiplication et en fable de La Fontaine? Je sais plus. Voilà. Justement, je sais plus. Début d'Alzheimer peut-être. Je sais plus. En tous les cas, je sais que j'étais pas du tout heureuse à l'école et maintenant moi qui fais faire des devoirs à ma fille, c'est très très compliqué de lui expliquer en quoi c'est important. Moi, j'avais plus envie de faire rire mes copines. J'avais plus envie de m'évader. Et c'est pour ça que j'étais dans mon imaginaire en permanence et que j'étais pas là. Je sais que j'étais nulle en maths. Ça, j'ai un grand souvenir. Mais en revanche, quand parfois j'avais des fulgurances, j'étais hyper fière que la prof de maths me dise voilà une fille de L qui arrive à répondre à un problème de S. Franchement, donc ça voulait dire à quel point j'étais nulle quand même. Hein. Puis c'était pas très valorisant pour moi, mais je le prenais comme un compliment. J'adore. Vous racontez que vous êtes toujours en ébullition de cerveau. Tout est source d'inspiration et pourtant j'imagine que de temps en temps il faut faire des breaks, il faut couper, il faut arrêter de réfléchir. Comment est-ce que vous ressourcez? Vous faites pas de sport? Comment est-ce que... Si j'en fais parce que malheureusement... vous êtes obligé. Pardon, je vous ai coupé. Oui, je suis obligée. À un moment donné, le corps parle et c'est obligatoire. Et puis je monte sur scène, donc faut quand même que je sois présentable. Donc si je fais du sport. Alors comment couper? En regardant des documentaires, et en même temps, je crois que j'y arrive pas. Je crois que je mens parce que j'y arrive pas, parce que même en regardant un documentaire, il y a une phrase qui peut me faire rire. En discutant avec quelqu'un, moi il y a des sketchs qui ont démarré sur une phrase que quelqu'un m'a dite. Alors je remets toujours à César ce qui revient à César, donc c'est-à-dire que très souvent je dis ça ne vient pas de moi. Bon après j'ai écrit tout autour. Donc vous-même vous pouvez être une source d'inspiration pour moi ce matin. D'accord. Bon, par contre, peut-être qu'il faut tester la méditation. C'est ce que me dit mon metteur en scène et en fait ça aussi c'est quelque chose qui est très très compliqué pour moi. Bon. Est-ce que vous allez aussi voir vos collègues humoristes? Est-ce que vous allez voir tous les spectacles? Vous avez parlé de Florent Foresti. Est-ce qu'il y a d'autres humoristes qui vous plaisent, vous inspirent? Oh il y en a pas mal. Alors déjà, je vais voir mes collègues humoristes qui sont parce qu'on est une bande et puis on a fait la même école, donc je vais voir souvent mes collègues en soutien, mais aussi pour partager, pour voir leur travail parce que ça m'intéresse. Puis en plus, comme on n'a pas les mêmes univers, il y a pas de histoire de se piquer des blagues. Et après, alors je regarde pas mal je vais voir pas mal de spectacles et en même temps pas tant que ça. Pourquoi? Parce que par exemple quelqu'un comme Foresti, quand j'écris, parce qu'on a à peu près le même âge, à peu près nos enfants ont à peu près le même âge et en fait elle a 1 an ou 2 ans près, donc elle est en avance sur moi et donc c'est elle qui a les sujets et elle les fait tellement bien
que pour moi c'est une frustration parce que je me dis mais effectivement là elle a fait un dernier spectacle où elle parlait des devoirs. Bon bah maintenant je le vis, je me dis bah elle a complètement raison et je pourrais pas le faire mieux qu'elle. Donc il faut que je trouve un autre angle. Donc j'essaye d'éviter d'aller voir Foresti. Je suis frustrée parce que je l'adore, mais parce que elle le fait tellement mieux que moi que je me dis donc je préfère avoir mon idée à moi de sketch sur par exemple sur les enfants et de le développer. Comme ça je me dis bon moi j'aurais pas piqué, j'aurais pas copié, voilà. Donc je vois un peu plus les hommes. Parce que là, on est. Donc j'aime beaucoup Haroun, j'aime beaucoup Fabrice Eboué, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment des snipers et je les trouve hyper forts. Mais en revanche, quand on est humoriste et qu'on va voir un humoriste, c'est très très compliqué de sortir de soi, parce qu'en fait, on va se dire ah ouais, ça c'est tellement original, ça c'est tellement. J'aurais aimé trouver cette idée-là. Et dernièrement, je suis allée voir Manu Payet. Et bah je pense qu'il a pour le coup bien fait son boulot parce que j'ai pu penser en tant qu'humoriste, j'ai pensé en tant que spectatrice et je l'ai trouvé super fort, j'ai beaucoup aimé et voilà, il m'a vraiment embarqué dans son univers donc vraiment j'ai trouvé ça très chouette. Et après je regarde beaucoup de choses sur Netflix, je regarde beaucoup les Américains, les Anglais. Alors évidemment là je ne trouve plus Ricky Gervais, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup son travail et parce que là voilà c'est pas une source d'inspiration mais je trouve que je peux m'inspirer dans la posture, une espèce de nonchalance que les gens ont l'impression que j'aime et que moi je me regarde jouer, je me dis mais non je l'ai pas du tout, alors qu'en fait parce qu'on se regarde jouer et d'ailleurs c'est pas bien, moi je me regarde pas du tout jouer et je filme très très peu, ce qui est sûrement une erreur de travail, mais justement parce que j'ai l'impression que j'ai pas cette nonchalance, j'ai pas ce détachement dont on parlait tout à l'heure. J'aime beaucoup aussi Louis C.K. Enfin voilà, des gens qui sont trash. Moi je le suis pas et je tente pas du tout à ça. Genre je fais quelquefois j'ai des petites vannes un peu piquantes, mais je tente pas à ça et en fait donc ça me fascine les gens qui sont capables de le faire. Enfin ça me fascine, c'est un bien grand mot, mais je trouve ça assez chouette à entendre parce qu'il vous pique et vous dites ah là il a eu le courage de faire cette vanne là que moi j'aurais pas été capable de faire. Comment est-ce que vous faites connaître? Comment est-ce que vous allez développer votre notoriété au fil du temps? Bah j'ai travaillé dans la com, donc j'ai quand même eu cette formation là, donc c'est plutôt chouette. Bah en fait je m'adresse au public dont je parle, donc je fais beaucoup de parutions sur des sites. Alors quand je fais des parutions, c'est-à-dire qu'en fait je vais mettre un petit bout de mon spectacle, mon affiche, et je vais proposer à des gens de venir, donc sur Facebook, sur des sites comme Gens de Confiance. Point de vue Image du Monde. Pardon? Le site de Point de vue Image du Monde. Non, ça j'ai pas encore fait. Parce qu'en fait là je fais que du gratuit en fait. Et en fait le bouche à oreille. Et puis en fait maintenant j'ai développé une facilité quand je sors à rencontrer des gens. C'est-à-dire que par exemple hier soir, j'ai rencontré un couple qui était derrière nous dans un resto. On a commencé à discuter et en fait et je leur ai dit écoutez suivez-moi, on va venir te voir, etc. Et en plus en général souvent les gens viennent parce qu'on a une vraie rencontre et on a discuté, on a échangé. Donc c'est beaucoup l'humain dans les différents dîners ou sorties. Comment est-ce que je fais de la pub et puis j'essaye de par exemple là alors je l'ai pas prise comme une pub mais je trouvais ça intéressant comme sujet et c'est le spectacle en parle, donc on s'est entraidé. J'ai participé à un documentaire qui s'appelle Le parcours des combattantes qui sort en septembre, qui a été réalisé par Olivier Delacroix qui fait l'émission Dans les yeux d'Olivier. Et en fait, le parcours des combattantes, là, le sujet est sortir de son milieu. Donc moi, ils m'avaient repéré au point virgule où je jouais un sketch où je parlais des aristos et ils se sont dit et en fait le sujet étant les aristos. Donc en fait j'étais bien placé pour en parler et on est 4 femmes à discuter de ça avec notre passé, nos expériences différentes et donc ça j'imagine que forcément ça va faire un peu de pub. J'espère. Et puis après
Après voilà, c'est beaucoup de Facebook, d'Insta. J'essaie de poster des choses régulièrement parce que aussi je fais des tournages. Je travaille pour une marque, donc je fais des vidéos humoristiques en duo. Donc là aussi, j'essaie de mettre pas mal d'images. Voilà, puis j'ai plein de projets dont je peux pas parler aujourd'hui, mais qui espérons feront de la publicité. Donc voilà, donc c'est une recherche permanente de trouver le truc original pour parler du spectacle. Et du spectacle et de vous. En fait, vous parlez de vous, c'est ça? Dans le spectacle? Bah, c'est un one-man show, enfin un one-woman show, donc vous faites la communication sur vous. Et pourtant, j'ai l'impression que vous me disiez au début que c'était compliqué de parler de vous. Ah oui, c'est compliqué de parler de soi, mais en fait, étonnamment, on le fait. Enfin, étonnamment non, je sais pas pourquoi je dis ça. En gros, le spectacle donc parle de mes origines, mais quand il y a des messages que je veux faire passer ou des choses qui me gênent, je le fais à travers des personnages. Parce que là, j'ai une liberté d'expression parce que c'est pas moi. Et effectivement, c'est ce que m'avait dit mon metteur en scène au début lors de notre rencontre. Il faut que tu trouves ton personnage de scène. Et donc effectivement, j'ai un personnage qui me permet de dire des choses que je ne dirais peut-être pas, enfin que je dirais complètement dans un dîner, voilà, parce que j'ai pas la langue, j'ai la langue bien pendue, mais je ne dirais pas à des gens que je ne connais pas en fait. Je sais pas si je suis claire, mais en gros, je fais passer des messages par le stand-up et par mes personnages. Sur des choses qui m'exaspèrent, qui m'énervent, qui me révoltent, voilà. Et donc j'ai pas l'impression que ça soit vraiment moi parce que c'est un personnage qui est assez hybride. Donc comme j'explique, c'est un personnage qui est 50% aristo et 50% camionneuse. Donc en fait, je peux être bien dans n'importe quelle situation, enfin à l'aise dans n'importe quelle situation. Mais il y a toujours ce naturel qui revient, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que je peux être très vulgaire, utiliser dire putain, etc. Mais à côté de ça, je pourrais pas dire caca. J'en parle dans mon spectacle parce que chez nous, on ne le dit pas, on dit popo. Même là, le fait de l'avoir dit, ça me hérisse les poils. Donc, il y a toujours cette ambivalence du personnage et il y a toujours un petit côté, voilà, et il y a des choses qui me relient toujours à mon milieu. Et c'est ça qui est chouette parce que justement, j'oscille entre les deux. Mais en même temps, c'est pas simple d'avoir le cul entre deux chaises, si je peux me permettre l'expression. Belle illustration. On arrive vers la fin. Est-ce qu'il y a des sujets dont on n'a pas parlé, dont vous aviez vraiment envie de parler avec moi? Je réfléchis. Non, oui, si. Je pense que ça, on en a parlé, mais j'ai peut-être pas creusé assez. C'est que un changement de métier, donc un changement de vie, ça peut faire très peur. Et moi, je pousse les gens à se poser les bonnes questions parce qu'on a vraiment qu'une vie, que ça passe très vite et que si on a la possibilité, parce que moi j'ai eu de la chance d'être accompagnée, donc c'est pas le cas de plein de gens, mais être malheureux dans son travail, c'est être malheureux dans sa vie et c'est être malheureux avec ses enfants, malheureux en couple, et il faut se dire que faut vraiment franchir le pas. Parce qu'en fait, c'est tout aussi difficile. C'est-à-dire que le métier que j'exerce aujourd'hui est moins facile que ce que je faisais avant. Mais je me dis, je l'ai fait. Alors, je réussirai peut-être pas, mais une fois quand j'aurai les deux pieds devant, je me dis, je l'aurai fait. Et être heureux dans son travail, c'est aujourd'hui, c'est indispensable. On peut plus travailler pour travailler. C'est plus possible. Et je pense que donc si on a vraiment l'opportunité de le faire, allez-y parce que et allez-y mais pas trop tard, enfin en même temps mieux vaut tard que jamais, mais faites-le parce que je pense que ça libère tellement de choses. Moi aujourd'hui j'ai d'autres stress, mais j'ai plus cette moi aller travailler, c'est vraiment même si c'est compliqué, c'est une joie, c'est je ressens une exaltation, je partage des choses avec des gens et je pense aujourd'hui être une personne totalement différente parce que j'ai sauté ce pas-là. Donc vraiment allez-y. Ça ressemble à quoi votre succès? Enfin, si vous avez 105 ans et vous regardez derrière en disant j'ai bien fait de changer parce que j'ai réussi en tant qu'humoriste,
Qu'est-ce que vous avez fait pour réussir? J'ai sauté le pas, j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup d'introspection et là où je suis fier de moi, c'est un grand mot, mais c'est de dire j'ai fait ce que je voulais faire dans ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, j'imagine qu'en fait, donc quand on est jeune, on a une to-do list de vie. Et ben moi, j'ai l'impression d'avoir coché. Puis il y a des choses que j'ai faites et que j'ai pas bien faites, que je regrette. Mais en tous les cas, je les ai, j'ai été au bout. Et ça, je suis contente de m'être donné les moyens de le faire, même si c'est pas simple, parce que j'ai pas de regrets sur ma vie. Alors évidemment, j'aurais voulu peut-être que les choses soient complètement différentes, voilà, commencer plus jeune, mais bon, je l'ai fait, donc pour moi c'est déjà un succès personnel. Et le succès futur, c'est quoi? C'est remplir une énorme salle de spectacle, c'est remplir des salles moyennes tous les soirs? Alors oui, c'est ça, mais c'est surtout de me dire que le sujet que j'aborde aujourd'hui, qui est le sujet des aristos, ne touche pas que les aristos. J'ai envie que ce sujet touche un maximum de personnes, mais surtout que, par exemple, je me souviens de quelqu'un qui me disait, je connaissais pas du tout ce milieu, ou alors j'en avais une idée pas vraiment reluisante. Et ben en fait j'ai découvert ça. Merci, grâce à vous, ça m'a un peu plus ouvert l'esprit. Donc je fais pas un métier je suis pas là pour apprendre des choses aux gens, mais faire passer des messages et faire rire de ce sujet-là, le partager avec des gens. Donc oui, j'adorais faire l'Olympia, j'adorais être reconnue dans mon travail. Mais déjà, si ce spectacle-là, il fait rire des gens et tout le monde, le pari est gagné. C'est ce qu'on peut vous souhaiter pour votre avenir professionnel, c'est ça? Ah oui, merci, je veux bien. Alors on vous le souhaite. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup, Mylène. Merci à vous. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer? Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant 4 types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt.